Merci d'être en si grand nombre. Je suis membre du conseil de la fête, mais je n'ai jamais vu une grande partie de la famille que je vois présentement devant mon écran. Ce que je vais faire, je vais vous partager des synthèses que j'ai faites dans la dernière année d'à peu près 6-7 ans de réflexion autour d'une question. Où en est l'éducation des adultes? Mes responsabilités dans le cadre de l'ICA me mettent en contact beaucoup avec les lieux établis, le monde scolaire à tous les ordres d'enseignement, le monde communautaire, le monde de la formation de la main-d'œuvre. Mais dans le cadre d'une réflexion stratégique de l'ICA autour de 2015, je me suis demandé où en est l'éducation des adultes et j'ai commencé à regarder largement, à documenter largement les réalités de l'apprentissage des adultes au-delà le secteur public, au-delà le secteur communautaire et en regardant entre autres tout le secteur privé, des plateformes, etc. J'ai eu l'occasion dans les 2 dernières années de faire quelques conférences, mais c'était des synthèses embryonnaires. J'ai profité de l'occasion de cette conférence-ci pour essayer de ramasser mes idées, ramasser ce que je voyais. Donc, vous allez voir dans la présentation, j'ai fait beaucoup de schémas parce que j'étais à l'étape d'essayer de construire les morceaux du casse-tête, mais il y a beaucoup de travail à faire et c'est un véritable labyrinthe. Et le fil d'Ariane, je ne pense pas l'avoir trouvé encore pour bien se situer. Par rapport à la FEP, mon angle va être de dire, quand on fait une planification stratégique, il y a un exercice de base qui est de situer notre organisation dans une lecture de l'environnement. Et là, je vais vous proposer une lecture très, très large de l'environnement de l'éducation des adultes. Et vous allez voir, là, ça va peut-être être un peu étourdissant, là, mais l'idée, c'est de dire que le monde de l'éducation des adultes, de l'apprentissage des adultes, est en expansion. Et dans les 2 dernières années, autant ici à l'ICA que dans des travaux à l'échelle canadienne ou par l'intermédiaire de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, j'ai été à différentes occasions confronté à répondre à des questions. Par exemple, l'UNESCO nous a posé la question « Où va être l'éducation en 2050? » Donc, il faut essayer d'être 30 ans à l'avant. Ce n'est pas facile comme exercice, puis il ne faut pas lancer n'importe quelle idée. Fait que beaucoup de ce que je vais vous présenter, c'est des résumés, des synthèses de ces réflexions. Je vais partager mon écran. Est-ce que le partage a suivi? Oui. Oui, OK, très bien. Donc, j'ai utilisé le mot écosystème. Bon, c'est un mot un peu valise, là. On comprend ce que ça veut dire, mais en même temps, ce que ça dit, c'est que c'est un environnement intégré. Moi, c'est l'aspect de l'écosystème. C'est pas de regarder les morceaux séparés, c'est de regarder les morceaux, mais en essayant de voir quel est le tout que ce nouvel environnement-là crée. Ma présentation va avoir 3 grandes idées. La première, c'est vous présenter un constat global qui résume ces quelques années de réflexion et j'ai essayé de résumer en quelques phrases ce que j'observe. Deuxièmement, je vais approfondir 3 tendances là, en particulier et je me suis dit, bon, ben, je vais me mouiller. À la fin, je vais lancer quelques idées comment je vois l'université dans ce secteur-là et en particulier la FEP. De manière générale, la manière la plus objective qu'on peut qualifier ce qui se passe en éducation et en apprentissage des adultes, c'est de dire qu'il y a une expansion empirique, vitesse grand V, exponentielle. Et je vais approfondir chacun de ces trois axes-là. Premièrement, il y a une demande sociale pour des connaissances et des compétences diversifiées constantes. Chaque individu est sous pression de nos jours, chaque organisation est sous pression dans une variété de domaines. Nécessairement, la dernière année nous a montré que les compétences numériques, la capacité de gérer sa santé physique et psychologique, la capacité d'apprendre une nouvelle organisation du travail ont été en forte demande, mais de manière générale, depuis plusieurs années, en développement durable, comme citoyens, nous devons être capables de gérer nos finances personnelles, nous devons être capables de gérer notre impact sur l'environnement, nous devons être des consommateurs avertis, nous devons aller apprendre à fonctionner dans le monde interculturel, etc. Donc, dans toutes les sphères, pratiquement toutes les sphères de notre vie quotidienne, il y a une pression pour des compétences de plus en plus élevées et cette demande-là, elle est omniprésente dans nos vies. Et là, après, c'est de regarder comment l'offre de formation y répond et comment on réussit à organiser des activités de formation pour répondre à cette demande. Du côté de l'offre,
Vraiment, ce qui caractérise aussi, et je vais l'illustrer beaucoup au cours de la présentation, c'est une multiplication, une diversification des lieux. Il y a le monde scolaire à tous les ordres d'enseignement, il y a le monde communautaire, et je vais beaucoup focaliser pour montrer les nouvelles frontières du monde de l'éducation sur le secteur privé des plateformes numériques. Et je vous montrerai aussi comment les géants de l'informatique et du web sont maintenant des acteurs majeurs dans le monde de l'éducation. Comment peut-être un concurrent de la FEP, ce n'est pas l'université d'à côté, mais c'est YouTube, c'est des tutoriels en ligne et tout l'univers aussi des badges numériques, des attestations, des microtitres qui est en train d'ouvrir largement non seulement la formation hors du secteur scolaire, mais aussi des outils pour accréditer les apprentissages que les individus font. Et le troisième élément, je vais évoquer toute cette nouvelle ingénierie pédagogique et andragogique qui, dans son modèle le plus poussé, propose des environnements d'apprentissage personnalisés qui vont combiner la formation en ligne, la formation présentielle, la formation hybride, qui vont offrir des micro-learning, des micro-formations et des formations longues et structurées, et certaines plateformes carburent avec des algorithmes et l'intelligence artificielle. Donc, juste ce modèle-là, des environnements personnalisés d'apprentissage qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle, des badges, des micro-attestations. On voit là un modèle, et ce n'est pas de la science-fiction, il en existe, un modèle présentement qui reconfigure ce qu'un lieu de formation peut vouloir dire. Et j'aurai quelques illustrations aussi, entre autres les nouvelles formes que les textbooks prennent maintenant et qui sont très, très loin du format papier. Donc, ma présentation va couvrir ces trois grandes tendances, une demande sociale en explosion, une offre de formation en diversification exponentielle et les nouveaux modèles d'ingénierie. La demande, intuitivement, on sait qu'il y a une demande qui s'exprime pour toutes sortes de compétences et de connaissances, mais on peut voir une indication de sa formalisation, deux grands indicateurs de la formalisation de cette demande-là. C'est premièrement la multiplication des référentiels de compétences. On commence à l'ICA à recenser différents référentiels. Il y a des référentiels très globaux de compétences du 21e siècle. Il y a des référentiels sur comment exercer l'apprentissage tout au long de la vie. Il y a des référentiels de compétences essentielles, il y a des référentiels associés à des métiers. Donc, sans entrer dans le détail des référentiels, un référentiel est le résultat, en amont de l'idée que certains savoirs sont importants, et importants au point où on va entrer dans le processus très compliqué, très technique, de créer un référentiel. Et après que le référentiel soit créé, bien, il y a un effet, une boucle de rétroaction, un effet normatif. Le référentiel devient un instrument par lequel on peut exprimer une demande de formation, exprimer des attentes à l'égard des individus en matière de connaissances et de compétences. Vous connaissez cette dynamique-là avec les référentiels des programmes, mais maintenant, au-delà des programmes scolaires, il y a des référentiels qui circulent dans la société à différents niveaux. À l'échelle fédérale, le référentiel des compétences essentielles, non seulement est le résultat d'un constat que les compétences essentielles étaient importantes, deux, que ça justifiait d'entrer dans un processus pour créer un référentiel, mais depuis qu'il existe, ce référentiel, il a un rôle normatif. Le fédéral l'utilise pour exprimer une demande, soutenir, financer des formations. Et au Québec, on verra peut-être une situation du même genre avec le nouveau référentiel des compétences du futur que la CPNT a développé, qui n'est pas encore rendu public, mais la CPNT déjà s'appuie sur ce référentiel-là des compétences du futur pour demander au cégep et éventuellement aux universités de modulariser des activités de formation pour faire des modules de formation associés aux compétences. Donc, les référentiels sont un indicateur que dans différentes sphères de la société, différentes sphères de notre vie, il y a maintenant des exigences de connaissances et de compétences élevées au point où ça justifie d'entrer dans un processus technique de créer un référentiel et de l'utiliser après pour normaliser le langage de l'expression de la demande et l'orientation des programmes de financement. Deuxième indicateur d'une demande sociale en croissance majeure, il y a plus de 155 pays qui ont maintenant ou bien des référentiels nationaux de qualification ou qui sont en train d'en construire. Les référentiels nationaux de qualification sont des systèmes très sophistiqués où un pays va exprimer un ensemble de compétences et de connaissances
dans le cadre d'un référentiel et demander après aux acteurs de l'offre de formation, tant publique que communautaire, monde du travail, etc., d'offrir des formations en lien avec ces compétences. Et le fait que les pays ont développé ces référentiels, bon, il y a un objectif pratico-pratique de favoriser la mobilité de la main-d'œuvre en harmonisant et standardisant le langage utilisé pour nommer les qualifications et reconnaître les qualifications, mais en retour, le référentiel devient le témoin d'un besoin de formation et l'instrument par lequel on peut exprimer dans un langage commun, standardisé des besoins, puis par après d'organiser l'offre de formation. Ces deux indicateurs d'une nouvelle demande, par rapport à une institution scolaire, mettent en évidence un truc majeur qu'il faut avoir en tête, c'est que, par exemple, l'université, le collège, l'école, le ministère de l'Éducation ne sont plus les seuls acteurs qui génèrent des référentiels associés à des programmes de formation, les référentiels des programmes de cours, etc., celui d'école publique ou les référentiels associés aux descripteurs de cours de la FED. Maintenant, les États et toutes sortes d'organisations peuvent générer un référentiel. Par exemple, l'ICA a un référentiel de compétences génériques qui a été créé au milieu des années 90, qu'on utilise depuis ce temps. Et maintenant, on a une plateforme de microtitres, de badges numériques associés à ce référentiel qui est utilisé dans plusieurs milieux de préemployabilité depuis longtemps. Donc, première grande tendance, il y a une demande, vous avez un marché, entre guillemets, vous êtes dans un environnement où les connaissances et les compétences sont en forte demande dans toutes sortes de domaines de notre vie et vous n'êtes pas les seuls acteurs qui génèrent des référentiels et qui les utilisent pour organiser la formation. Deuxième grande tendance, la multiplication et la diversification des lieux de formation. Il y a ce que j'appelle, pour essayer de mettre des mots sur les choses, les lieux établis d'éducation des adultes depuis les années 60, réseaux publics, groupes communautaires et institutions culturelles, les mouvements associatifs aussi, qui, eux, leur souche date du 19e siècle, le mouvement syndical coopératif et a des racines au 19e siècle, et même les bibliothèques, il y en avait du temps de la Nouvelle-France, c'est des acteurs de l'éducation depuis très longtemps. Ça, c'est des lieux établis qu'on connaît bien, qui sont l'univers de proximité de l'éducation des adultes. Il y a plusieurs lieux en émergence et c'est là que ça commence à complexifier le terrain stratégique dans lequel la FEP intervient. L'offre de formation en ligne, elle est connue. Les cours libres ouverts massifs font partie de notre paysage depuis les années 2000. Un autre domaine peu connu, mais qu'on vit dans notre vie, c'est la disponibilité sur Internet de contenu éducatif. Et de plus en plus, les gens, les apprenants adultes, sont en auto-formation sur diverses plateformes. YouTube, Khan Academy. Les gens ne s'en rendent pas compte. On se demande comment faire, comment changer un tuyau, comment faire une recette. On ouvre YouTube, on regarde un tutoriel, puis on met en pratique les acquis qu'on a fait. Mais c'est important de constater que dans cette séquence-là, la personne, en quelques minutes, elle fait toute la séquence de l'ingénierie de la formation. Elle constate qu'elle a un besoin d'apprentissage, des lacunes. Elle regarde différentes vidéos, donc elle magasine l'offre de formation la plus adéquate à elle, donc à son style d'apprentissage. Elle regarde la vidéo, le tutoriel, et par après, elle transfère ses acquis dans une situation réelle. Donc, de plus en plus, l'auto-formation en ligne est important et un membre de la haute direction de YouTube, il y a 2 ans, je crois, disait dans une entrevue que la plateforme avait dénombré 1 milliard de téléchargements de tutoriels éducatifs par jour. Il y a à peu près 8 milliards d'êtres humains. Là. Il y a 1 milliard, c'est probablement la plus grande école, la plus grande institution d'éducation de notre monde contemporain, YouTube, à 1 milliard de tutoriels par jour. Khan Academy est connu aussi, donc il y a plusieurs de ces plateformes et je vais en illustrer davantage un peu plus tard. Il y a un univers qui est assez intéressant, l'apprentissage par les pairs, le peer-to-peer learning. C'est vieux comme l'humanité, l'apprentissage par les pairs, mais il y a des nouvelles incarnations, entre autres aidées par les technologies. Wikipédia est un exemple connu. Par Wikipédia, les gens gratuitement mettent leurs connaissances à la disponibilité des autres. P2P University est assez fascinant. C'est une université en ligne où c'est les individus qui proposent les cours, leurs syllabus, leurs activités d'apprentissage, les activités d'évaluation et émettent des badges. Donc, n'importe quel individu qui
qui connaît, qui est spécialiste, le menuiserie, physique quantique, etc., peut monter son propre cours, l'offrir en ligne. Et si cette personne, par notoriété, devient connue, les gens considèrent que c'est de qualité, c'est intéressant, ben, son badge va avoir une portée de plus en plus importante, va être reconnu dans les circuits d'intérêt des différentes matières de ces cours-là. Et au Québec, E180 est un genre de modèle Facebook de l'apprentissage où les gens créent leur profil, mettent leur expertise, leur connaissance et n'importe quel au service des individus. Puis les individus qui ont des besoins d'apprentissage par la plateforme vont être mis en contact avec cette personne-là. Et entre individus, gratuitement, librement, il y a un partage de connaissances. Des secteurs qui sont en développement majeur aussi, l'apprentissage mobile. Je pense qu'on doit tous connaître quelqu'un qui apprend une langue sur Duolingo, Babel ou autre application du genre. On peut apprendre le bien-être, on peut apprendre la santé, on peut apprendre à faire du jogging, etc., etc. Donc, le monde des applications est un concurrent majeur des universités. Il y a une génération, moi j'appelle la App Generation, la génération des applications, qui pour eux ont intégré l'idée qu'on peut être sur des sites, sur des jeux vidéo, faire des niveaux, avoir des badges qui ouvrent d'autres séquences. Et de plus en plus, ces gens-là, cognitivement, ont intégré le modèle de l'application qui, par niveau, te permet de faire des apprentissages, de débloquer des niveaux supérieurs, d'avoir des attestations. On fait du jogging, on a des attestations après 5 km, après 10 km, etc. Mais cette culture-là est maintenant fait partie de l'univers cognitif des jeunes dans la vingtaine, des jeunes, les futurs adultes inclus. Donc, pour moi, ça, c'est des lieux en émergence. Où on rentre dans un nouveau paradigme, c'est celui des plateformes numériques personnalisées d'apprentissage qui fonctionnent avec des algorithmes. Et tout à l'heure, je vais illustrer le deuxième volet de cette ingénierie-là, c'est la segmentation des moyens de formation. Et maintenant, le modèle de l'université, c'est l'enseignant incarne à peu près toutes les fonctions, le spécialiste du contenu, le pédagogue, l'évaluateur. Mais maintenant, il y a des entreprises qui, par le biais de plateformes, occupent ces différentes niches. Et je vais illustrer tout à l'heure à quoi ressemblent ces plateformes. Pour moi, ce n'est pas un modèle où on passe de l'ancien vers le nouveau. La nouvelle ingénierie de la formation, c'est de penser tout ça ensemble. Tous ces lieux-là font maintenant partie de la panoplie des moyens de former les gens. Et le grand défi, peut-être pas nécessairement de prendre une niche et de se limiter, de se camper à être un lieu, mais de se dire maintenant, quand on veut répondre aux besoins d'apprentissage des adultes, il faut regarder la panoplie des moyens possibles. Et j'aime beaucoup la question de base de l'ingénierie de la formation, qui n'est pas tant l'automatisme d'un lieu, mais comment on peut monter un dispositif, faire un montage d'activités de formation qui répond aux besoins des personnes. Et dans notre cas, à notre époque, dans ce contexte-là, la réponse à cette question pourrait être d'avoir un peu de présentiel en réseau public, d'utiliser des applications, de peut-être faire affaire avec certaines applications qui sont en reconnaissance des acquis ou autres, d'aller encore plus loin, et ça sera une partie de ma conclusion tout à l'heure, de se penser comme un environnement personnalisé d'apprentissage qui offre un vaste menu de formation à des gens qui sont en développement continu, professionnel ou non. Donc, je préfère regarder pas comme un est mieux que l'autre, mais maintenant, on a cette chance unique à notre époque d'avoir un éventail de lieux de formation avec lesquels travailler pour répondre aux besoins des personnes. Mais là, ça pose une question stratégique pas facile et ça sera celle à laquelle vous aurez à répondre. Comment situer la FEP dans cet univers en expansion? Et ce schéma-là, je l'ai fait il y a 1 an et probablement il y a déjà un modèle de nouvelle version que je vais vous présenter plus tard, mais c'était pour ne pas m'y perdre. Et plus je plonge, plus je vois que les choses bougent très, très vite. À quoi ressemblent ces nouvelles plateformes? Et volontairement, je vais focaliser sur le secteur privé, parce que le secteur public, on le connaît bien, le secteur communautaire, on le connaît bien, mais quels sont ces nouveaux acteurs? Vous connaissez fort probablement ces géants du web, YouTube Learning. Non seulement YouTube, dès que YouTube a constaté qu'il y avait plus d'1 milliard de tutoriels éducatifs par jour, ils ont réalisé que c'est beaucoup de clics. Et par les clics, c'est beaucoup de revenus de publicité. Donc, ils ont créé un fonds d'investissement pour financer la production
de tutoriels éducatifs. Donc, ils ont vraiment compris que c'est un créneau important. Et le jour où YouTube va émettre des attestations liées à ces tutoriels, là, je crois que les établissements d'enseignement vont avoir un sérieux compétiteur parce que sur YouTube, certains tutoriels sont de qualité universitaire, pour ne pas dire viennent des universités ou d'enseignants ou de spécialistes, de chercheurs du privé. Lincoln Learning est fascinant aussi pour à peu près 400 $ par année. Vous avez accès à une panoplie, un catalogue de cours. Mais ce qui est l'intérêt, l'avantage concurrentiel de Lincoln Learning, c'est que les cours suivis, les métadonnées d'un individu liées à ces cours suivis sont réinvestis dans le moteur de recrutement. Donc, les entreprises qui paient les forfaits premium, gold, etc., pour avoir cette information, peuvent savoir que vous vous intéressez, vous suivez des cours dans un domaine particulier, peut-être vous envoyer des offres d'emploi non sollicitées basées sur vos compétences. Donc, c'est l'inclusion à la fois d'un forfait à 500 $, c'est le prix d'un cours universitaire, mais là, vous avez accès à la totalité du catalogue de Lincoln Learning. Et en bonus, vous gagnez des passerelles avec des services de recrutement. C'est à y penser comme modèle parce que les investissements de Lincoln dans leur module, dans leur plateforme sont de plus en plus importants. Un nouveau dans le paysage, c'est Amazon Academy. Amazon est en train de tester en Inde des programmes de formation. Ils ont focalisé l'Inde parce qu'il y a du volume, donc ça permet de tester la capacité du système de répondre à beaucoup de personnes. Et c'est dans le domaine du génie, donc très lié à des besoins liés à l'emploi et à des secteurs d'avenir. Et vous pouvez imaginer le jour où Amazon va généraliser dans sa plateforme, comme pour les livres et tout ce qu'ils vendent, de la formation, ben, vous serez devant un acteur qui est un colosse. Et Facebook aussi fait son entrée en éducation et maintenant, donc, à l'intérieur de groupes Facebook, la plateforme Facebook va pouvoir être utilisée pour suivre des cours et avec les pairs pour échanger. Donc, vous voyez déjà que c'est 4 gros morceaux. Plusieurs plateformes offrent de la formation en ligne. Coursera, Udacity, Degree, Udemy sont connus. edX est connu, TED est connu, Khan Academy est connu. Et cette semaine, la semaine passée, Coursera est entré en bourse et sa valeur boursière pourrait atteindre 4 milliards de dollars. Donc, du jour au lendemain, Coursera va recevoir un influx d'argent autour de 3 à 4 milliards de dollars. C'est tentant de dire qu'est-ce que la FEP ferait avec 4 milliards de dollars. Et donc, ça crée un monstre là, potentiellement. Et toutes ces plateformes, depuis le début de la pandémie, ont eu des croissances de clientèle de 300, 400, 500, 600%, ont développé des formules très sophistiquées pour répondre aux besoins. Je vais en illustrer 2 tout à l'heure qui sont assez spectaculaires à mon avis et questionnent grandement la place des institutions d'enseignement par rapport à ces modèles, mais fort probablement, plusieurs d'entre vous, vous êtes des utilisateurs de ces plateformes qui, en particulier, certaines utilisent des algorithmes pour personnaliser l'offre d'apprentissage, comme Netflix. Vous écoutez des films d'un certain type, l'algorithme vous propose des films d'un certain type. Sur ces plateformes, vous suivez des cours sur un domaine en particulier, l'algorithme va vous alimenter de cours sur ces domaines en particulier et continuer votre progression au fur et à mesure de votre consommation. Il y a 3-4 ans, quand je suis rentré dans cette recension, je ne m'attendais pas à trouver ce phénomène de la multiplication, la segmentation du marché de la formation. Il y a maintenant des plateformes qui se limitent au tutorat. Coursero, autotuteur, et souvent, il y a des robots virtuels là-dedans, des agents virtuels qui accompagnent les apprenants. Donc, ces plateformes utilisent que cette fonction-là, occupe cette niche de cette fonction-là dans le monde de l'apprentissage. Il y a des plateformes d'apprentissage par les pairs. Brainly est assez fascinant. Brainly, c'est parti de l'idée qu'un jeune qui cherche de l'aide auprès d'un collègue, ben pourquoi pas mettre ça en ligne et faire que tous les apprenants du monde peuvent aider la personne. Donc, c'est par discipline. Par exemple, chimie, mathématiques, langue. Et la personne peut poser une question, puis pool mutualise l'intelligence collective de tous les autres apprenants pour avoir des réponses. Lecture Note est intéressant aussi, c'est par sigle, mettons un cours de la FEB. La FEB, les gens peuvent numériser leurs notes de cours et les rendre disponibles à tout le monde. Donc, les notes de cours de tous les gens qui auraient participé à ce cours-là peuvent éventuellement être en ligne et associées
au descripteur du cours. Donc, il y a de plus en plus de plateformes qui occupent uniquement la niche de l'apprentissage par les pairs ou du tutorat. Peut-être que vous connaissez toutes ces plateformes de portfolio numérique. Donc, il faut aller au registrariat de l'université pour avoir son relevé de notes, mais il y a des modèles où, par ses diplômes, mais entre autres par toutes les attestations qu'on pourrait se voir remettre pour des micro-apprentissages ou non, les badges, les micro-titres, il y a maintenant des applications qui génèrent ce type de micro-titres et qui peuvent les entreposer pour permettre à un apprenant d'y accéder, de le faire valoir. À l'ICA, on est en train de mener une recherche sur un prototypage d'une plateforme de microtitres. Ça va nous permettre d'explorer beaucoup plus ces instruments. Et c'est un projet qui est financé par la Commission des partenaires du marché du travail qui est intéressée à réfléchir à ce genre d'instruments pour la reconnaissance des acquis des travailleurs en emploi, des acquis non scolaires, donc expérientiels, compétences génériques et autres. L'Ontario, dans le budget de l'an passé, l'Ontario, quelques années d'avance, a annoncé 60 millions de dollars pour installer à l'échelle provinciale un système de plateforme de badges numériques où la main-d'œuvre ontarienne va pouvoir entreposer leurs acquis autres que diplômes. La Colombie-Britannique aussi développe. En Europe, il y a beaucoup de développement. Donc, on est un peu en retard au Québec. La réflexion institutionnelle au Québec est un peu en retard. Il y a quelques promoteurs là, qui développent ça depuis quelques années. L'évaluation des acquis et des compétences aussi, il y a des boîtes qui se consacrent qu'à ça. Credly est assez fascinant. Credly s'est dit, nous, on n'offre pas de formation. On va être des spécialistes de la construction d'examens et d'instruments pour tester les connaissances des gens dans une variété de disciplines. Donc, eux se spécialisent et font valoir la qualité de leur service à un point tel où dans certaines universités américaines, les universités ont, entre guillemets, sous-traité ou contracté à Credly l'évaluation des acquis des étudiants. Donc, les profs se font demander d'enseigner, mais ne font plus le travail d'évaluation parce que Credly se voit reconnaître une expertise et des entreprises vont dire « Je ne suis pas trop sûr de la qualité de ton diplôme, mais amène-moi ta note Credly. » Donc, va passer les examens de Credly. C'est un peu comme le GED, mais version plus globale. Et dans certains secteurs en particulier, il y a des plateformes qui vont évaluer, ils vont se concentrer à l'évaluation des acquis professionnels des individus. Donc, vous voyez là que la fonction évaluation est externalisée et devient une niche, pour ne pas dire un secteur indépendant de l'éducation des adultes avec des expertises qui se développent, l'intelligence artificielle, les examens, etc., etc. Vous connaissez peut-être tout l'univers des Learning Management Systems, des systèmes de gestion des apprentissages. Je vais y revenir un peu plus tard parce qu'au-delà de la technologie, ces systèmes-là ont une intention de conceptualiser l'apprentissage, de gérer la complexité des parcours d'apprentissage et de personnaliser les réponses éducatives qui sont données aux personnes. Et il y en a en logiciel libre que le monde connaisse bien, Moodle, Google Classroom, qui sont utilisés. Mais j'ai pris ceux que je voyais dans les différentes listes, les 10 meilleurs. Là, à chaque mois de décembre, il y a les 10 meilleurs de ci, de ça. Ceux-là, c'est ceux que j'ai vus réapparaître dans plusieurs listes. Et je vous en montre que quelques-unes. Il y a une boîte qui s'appelle HolonIQ. C'est une boîte qui informe les investisseurs qui veulent investir dans les EdTech, les technologies éducatives, qui scannent l'Internet à l'aide de l'intelligence artificielle pour recenser toutes les plateformes existantes en ligne dans le domaine de l'éducation. Ils offrent gratuitement leur typologie et vous voyez là qu'il y a des centaines et des centaines d'applications soit globalement qui offrent de la formation, soit qui ont des créneaux très particuliers qui existent dans le moment. Grosso modo, c'est ce qu'on appelle l'univers des EdTech, des technologies éducatives. C'est vos concurrents, bêtement dit, là, parce qu'ils ne s'intéressent pas uniquement à la formation des jeunes. Là-dedans, il y a beaucoup de formations professionnelles. Là, je bascule vers l'ingénierie. Comment penser la diversité de ces lieux de formation? Ce que je vais dire, vous le savez, là, je fais juste le dire pour l'expliciter. Présentement, une activité d'apprentissage peut être ou formelle en milieu scolaire, ou non formelle, organisée, mais en milieu non scolaire, donc qui ne donne pas lieu à des crédits, ou informelle. Elle peut être en présentiel, en ligne, hybride.
Là, 1 an et demi, on aurait dit hybride en ligne. Les gens auraient eu des opinions différentes d'aujourd'hui. Maintenant, on a toute une opinion sur en ligne, sur le hybride. La durée peut être des programmes longs, des activités courtes ou des micro-apprentissages. Si vous tapez hashtag microlearning sur Twitter, vous allez voir qu'il y a un univers de micro-apprentissage avec ses théories du 7 à 10 minutes, vidéos, etc. C'est maintenant un secteur constitué, autonome, avec son propre discours, ses propres trucs et outils. La récurrence est importante aussi. Il y a des activités permanentes comme un programme universitaire, ponctuelles comme une vidéo sur YouTube, ou spontanées, un collègue en apprentissage par les pairs vient me donner un coup de main. Donc, une activité d'apprentissage va prendre différentes formes présentement. Il faut y penser parce qu'on peut offrir des programmes longs, mais on peut aussi investir dans le design d'activités qui vont prendre différentes formes. Par exemple, le programme universitaire traditionnel, il est formel, en présentiel, programme, donc durée longue et permanent. Mais la formation en ligne peut être non formelle, peut être comme YouTube, elle est organisée, mais elle ne donne pas lieu à une accréditation en ligne, juste une activité et ponctuelle. L'apprentissage, le micro-learning peut être non formel, en ligne, c'est beaucoup son médium, micro-apprentissage et ponctuel. Vous pouvez suivre des micro-programmes sur Twitter où vous recevez des questions, des petites vidéos avec des quiz, etc. Et à coup de 5 minutes dans le métro, ben, vous progressez dans des apprentissages modularisés qui s'emboîtent. Et l'apprentissage par les pairs est informel, en présentiel. Beaucoup de micro-apprentissage, un collègue qui va aider un collègue à comment on crée une session Zoom, et spontané à éphémère, ben, après l'activité, après l'activité, ben, le collègue retourne dans son bureau, puis l'activité est terminée. Donc, vous pouvez voir que vous pouvez penser de manière très différenciée l'offre de services que la FEP offre, et tout lieu de formation se positionne un peu dans ce médium. Ça, c'est les tendances que je vois qui sont de plus en plus en développement et qui questionnent beaucoup. Conception personnalisée de curriculum. Donc, il y a des logiciels qui génèrent des curriculums, des entrepôts en ligne de ressources éducatives, j'y reviendrai tout à l'heure, et je vais toucher ces différents exemples dans quelques secondes. Il ne faut pas sous-estimer les agents virtuels et le mentorat tutorat en ligne. C'est un univers qui se développe beaucoup déjà dans notre vie. Alexia, etc., où on va sur un site, il y a un petit robot qui nous parle, etc. Mais il y a maintenant des agents virtuels qui existent et qui accompagnent les apprenants en complément de l'action du professeur. Des systèmes intelligents de planification de carrière, c'est un type d'outil qui existe présentement et je vais approfondir ce truc-là de manière plus systématique dans quelques secondes. Dans le fond, je vous ai listé des exemples qui, moi, me secouent, me troublent et je ne sais pas trop ce que ça annonce sur le futur. Je suis tombé sur un article, là, un petit peu plus d'un mois, là, qui avait pour titre Google U versus Microsoft U. Et c'est juste le titre est en soi un slogan, ne pas dire un plan de match. Et c'est un article qui disait, dans le fond, Google puis Microsoft investissent la formation et ne se posent plus de questions sur les concurrents. Leur capacité technologique, scientifique, pour ne pas parler de leurs capitaux, leur intégration dans la vie des gens et des entreprises, en fond, il n'y a même pas de concurrent. Et je vais citer un exemple tout à l'heure de Microsoft qui est tout nouveau, puis qui est très questionnant. Donc, ces géants du web-là ont maintenant investi la formation en ligne. Cet exemple, le deuxième, est récent et fascinant. The Grid, qui est une plateforme qui a un catalogue de cours en ligne, a signé une entente avec la banque BMO pour offrir la totalité de son catalogue à tous les employés, les 40 000 employés de BMO à travers le monde, que ça soit lié ou non à l'emploi, et personnalise l'offre de formation pour les différents travailleurs qui utilisent, au fur et à mesure qu'ils utilisent la plateforme, ben, ils ont des parcours d'apprentissage personnalisés. Il y a 75%, une trentaine de mille d'employés de BMO qui se sont abonnés. C'est comme si la FEP signait une entente avec BMO et disait tous les cours de la FEP sont à la disponibilité de tous les employés de BMO. Juste poser cette question-là, vous pouvez être mieux placé que moi pour voir les répercussions que ça peut avoir, mais c'est un modèle tout récent. Celui-là, il s'est accéléré
avec la pandémie, parce que beaucoup d'institutions n'avaient pas la capacité d'offrir leurs cours en ligne. Ils ont carrément sous-traité, contracté edX, qui est un consortium de formation à distance, pour offrir leurs cours en ligne. Fait que le collège, dans le fond, prend les cours d'edX, mais émet ses propres crédits. Celui-là est en croissance, ce qu'on appelle le modèle Netflix de l'éducation. Coursera offre pour 500 $ par un peu le même prix que Lincoln Learning. Coursera offre l'accès à la totalité de son catalogue de cours en ligne pour 500 $. C'est le modèle Netflix. C'est l'expression qui est utilisée, le modèle Netflix de l'éducation. Et 500 $, c'est le prix d'un cours à l'université. Donc, vous pouvez voir que juste sur le plan, le rapport, je ne dirais pas qualité, mais le rapport prix-quantité, c'est un tout nouveau qui, pour moi, ouvre un univers. Microsoft vient de créer Microsoft Viva, qui est une suite un peu 365 version améliorée, une suite pour les entreprises. Et ils ont signé une entente avec edX pour plugger le catalogue d'edX au travers d'un algorithme dans Microsoft Teams. Ça veut dire, si vous faites une réunion sur Teams et quelqu'un pose la question, je ne sais pas comment ça marche, ben, l'algorithme va dire, souhaiteriez-vous voir un tutoriel sur le sujet en temps réel? Ça s'inscrit dans un modèle qui est situer la formation dans le flux du travail. In the flow of work en anglais, c'est in the flow of work. Donc, c'est un modèle qui essaie, c'est pas s'inscrire puis faire sa demande puis attendre. C'est en temps réel, l'offre de formation détecte le besoin et vient y répondre. Puis, je le soulevais tantôt, l'entrée en bourse de Coursera, qui lui offrira des capitaux astronomiques pour continuer de développer son offre de formation. Ce que j'essaie de faire depuis quelques années, c'est de regarder les Learning Management Systems, pas en tant que technologie, mais quelle est la vision éducative qui est dans ces outils. Premièrement, on peut dire qu'un Learning Management System va distinguer 4 grandes fonctions qui peuvent être appliquées dans une université. Un, penser l'offre de service comme un inventaire d'activités d'apprentissage, des cours, les grandes conférences de soir à l'UDM, etc. Toutes les activités d'apprentissage sont un inventaire à entretenir, à gérer, à améliorer, à mettre à jour, de la formation longue au micro-learning. La plateforme, c'est le moyen de les offrir. La classe, c'est un élément. Le lieu en présentiel, la plateforme en ligne, etc. et les environnements personnalisés d'apprentissage offrent plus un modèle tout au long de la vie, dans toutes les dimensions de la vie, puis que ce soit du court, du long, informel, non formel, crédité ou non. Ça prend un système d'évaluation des acquis. L'enseignant, le spécialiste de contenu en classe est le principal système, mais l'université pourrait externaliser son système d'évaluation des acquis et évaluer les acquis des gens et émettre des attestations sans cours. C'est il y a quelques semaines, le cégep de Chicoutimi, je crois, lancé une publicité où la personne peut suivre le cours de 2 manières. Suivre le cours en présentiel ou simplement s'inscrire aux examens et avoir la note. C'est un modèle qu'on connaît parce que le modèle d'apprentissage à la maison, un étudiant, un jeune peut, en suivant les examens du ministère, avoir son DES sans avoir mis les pieds à l'école. Et ça, c'est le bout important, le gestionnaire des parcours d'apprentissage. C'est après les cours d'offrir davantage de propositions, d'offres de formation, longues, courtes, etc., aux gens pour qu'ils puissent continuer de cheminer. Et les Learning Management Systems s'ancrent dans la vie des gens pour, à partir de l'offre de formation, offrir des formations selon des modalités adaptées, présentielles, etc., d'évaluer les acquis, crédités ou non, badge, etc., et faire des propositions subséquentes pour que la personne continue d'avancer dans sa vie. J'essaie de résumer de cette manière-là où on est rendu dans ces différentes tendances. Il y a une diversité de parcours d'apprentissage, mais on a un concept pour la comprendre, c'est les biographies éducatives, d'inscrire les besoins d'apprentissage des gens dans leur vie en fonction de leur passé éducatif, du cumul de ce qu'ils ont fait, scolaire ou non, puis en fonction de ce qu'ils veulent faire dans l'avenir. Donc, on peut penser la diversité des parcours des individus à l'aide de ce concept. On peut penser la diversité des lieux d'apprentissage à l'aide du concept d'écosystème d'apprentissage qui nous demande de prendre largement les différents lieux dans une vision plus systémique. On peut penser la diversité des modèles et des approches andragogiques à l'aide du concept de nouvelle ingénierie de l'apprentissage, qui en particulier dit il n'y a pas de préétabli, il faut faire des montages et créer des dispositifs qui répondent aux gens et à leurs objectifs d'apprentissage. On peut gérer cette complexité des parcours d'apprentissage à l'aide des Learning Management Systems, soit la technologie ou soit l'idée qui est derrière, la manière d'organiser le suivi des apprentissages.
Et le concept qui permet de faire le lien entre tout ça, c'est les environnements personnalisés d'apprentissage qui vont associer aux besoins des individus une offre de formation, des modèles pédagogiques adaptés et gérer ce parcours tout au long de la vie des gens en gardant trace de ce que les gens apprennent à l'aide d'un système de gestion des parcours d'apprentissage. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Vous pourrez, à partir du PowerPoint, approfondir, mais il y a beaucoup de littérature, de modèles maintenant, de ces nouveaux modèles. Au lieu de concevoir de manière linéaire le parcours des apprenants, de le concevoir de manière plus comme une tresse, si on veut, comme une tresse. Les gens sont à l'école, sont au travail, apprennent par eux-mêmes, apprennent en échangeant avec des pairs, etc. Et tout ça fait maintenant partie du parcours des individus. Ce n'est pas linéaire et ça se produit surtout en dehors de l'école. Vous pourrez approfondir ces références. Il y a une boîte qui s'appelle Education Design Line qui pendant une décennie a consulté des collèges, des universités aux États-Unis pour distinguer des grands modèles possibles de positionnement stratégique, ou bien un lieu de formation se voit comme une plateforme, comme un spécialiste de contenu et d'expérience, stage, etc., ou bien comme un certificateur des apprentissages, donc une boîte se spécialise plus particulièrement dans la reconnaissance des acquis, ou va avoir des liens très intégrés avec le monde du travail, alternance travail-études, stage, mode coopératif, etc., ou bien va prendre une niche très précise dans un domaine en particulier et va devenir le spécialiste des contenus de formation et de l'offre de formation. Donc, en regardant cette source, vous pourrez approfondir ces modèles. HolonIQ aussi a designé une lecture stratégique des modèles possibles. Le modèle traditionnel d'un établissement brick et mortier, le brick and mortar, comme on connaît bien, des conglomérats régionaux. C'est comme si les 4 universités de Montréal décidaient de s'allier ensemble, de créer un consortium dans certains programmes ou dans l'ensemble des programmes pour devenir une puissance dans l'Est du Canada ou l'Est de l'Amérique du Nord. Des géants mondiaux qui, eux, les grandes plateformes, les géants du web vont être à l'échelle planétaire maintenant. Leur recrutement se fait dans tous les pays. Les univers de l'apprentissage en ligne de pair à pair qui existent, il ne faut pas les sous-estimer parce que par le co-développement, les groupes de pairs, c'est une formule qui existe de plus en plus en milieu de travail. L'Internet lui permet de se réseauter à l'échelle internationale. Nécessairement, comment l'intelligence artificielle va affecter les lieux de formation. HolonIQ appelle ça la révolution robotique. Ce qui est intéressant dans le modèle d'HolonIQ, c'est pourquoi il est fait. Il est fait pour informer des investisseurs de ce qui s'en vient dans 10-15 ans pour investir présentement et faire de l'argent dans le futur si la gageure s'avoue concluante. Un document que des économistes ont produit aussi qui faisait ressortir des types de modèles, l'université en ligne qu'on peut additionner, le modèle cluster, qui est un peu l'équivalent du régional, où des différents établissements vont s'unir ensemble pour créer une grappe. Les institutions expérientielles qui vont surtout offrir des stages en présentiel, etc. Donc, on voit la similitude avec le précédent modèle. Partenariat, des modèles où des universités vont faire affaire avec des entreprises et secteurs économiques pour répondre de manière très serrée, organique, à des besoins de main-d'œuvre. Et le modèle traditionnel de sciences humaines, connaissances fondamentales des collèges d'art libéraux. Si, pour terminer, je me mouille, comment je peux voir, comment je verrais, comment je vois la FEP ou les institutions, dans les discussions que j'ai à partir de ces éléments de réflexion, il y a un constat qui est ressorti avec certaines personnes, c'est qu'il ne faut pas qu'une institution publique compétitionne avec ces grands géants parce que les capitaux sont d'un autre ordre et sur ce terrain-là, vous n'y arriverez pas. Mais ce qui est l'avantage concurrentiel des universités, c'est la capacité d'offrir une formation disciplinaire initiale de moyenne ou de longue durée. Pour bénéficier de la formation courte, il faut avoir une base. Et cette base-là, c'est faire le tour du propriétaire d'une discipline. Et il n'y a rien de mieux qu'un bac, un certificat, pour avoir une bonne connaissance de base d'un secteur, une formation initiale disciplinaire longue. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de concurrent parce que tous les modèles que je propose
sont surtout sur des activités. Ça peut être certains parcours qualifiants, mais on ne fait pas le tour d'une discipline, à moins d'accumuler des vidéos sur YouTube par soi-même. Donc, il y a peut-être là de bien camper cette mission et par après d'ouvrir le jeu sur la totalité des formes possibles de formation, que ce soit du micro-learning en ligne, en présentiel, tutorat, etc. Il y a peut-être là une manière de penser ce rôle unique, mais ce qui est important, c'est peut-être le virage de faire le virage de l'offre à la demande, c'est que le core business maintenant de n'importe quel acteur en éducation, c'est pas d'offrir de la formation, c'est de gérer les parcours des individus, c'est de gérer l'apprentissage en offrant une panoplie de moyens de formation, que ce soit la formation disciplinaire initiale longue ou différentes formations courtes. Je termine ce tour plutôt un peu peut-être en vrac pour peut-être y aller par questions-réponses. Vous avez le PowerPoint, là, vous pourrez cheminer plus en détail. Mon intention, c'est un peu d'ouvrir largement le jeu de ce qui existe présentement. Et je croyais avoir touché à pas mal tout jusqu'à temps que je tombe sur des travaux d'HoloIQ et réaliser que c'était même pas la pointe de l'iceberg, c'était un petit morceau de la pointe de l'iceberg. Et HoloIQ recense en temps réel tout cet univers, surtout des EdTech, de la formation en ligne et des différentes niches qui existent. Monsieur le doyen. Merci beaucoup. Ou, Merci Laurent. beaucoup. Alors, il y a déjà pas mal de questions dans le chat, mais je voudrais donner la parole à Michel Janoz. Peut-être avez-vous des commentaires ou questions? Ouf! Ouf! D'abord, Daniel, un grand merci. Ce tour d'horizon à vitesse grand V, mais je pense que nous déséquilibre juste assez pour comprendre l'importance de la réflexion qui nous attend. Merci énormément. J'ai 3 millions de questions, mais je vois que mes collègues en ont autant. Puis, on n'a pas beaucoup, fait que je vais juste t'en poser une seule. Ce foisonnement, de véhicules de formation, d'auto-formation, me semble a priori rejoindre certaines générations plutôt que d'autres. Mais ces générations-là vont continuer à vieillir. Donc, nos jeunes générations, qui sont celles qui apprennent sur leur petit téléphone, là, puis qui font des trucs comme ça, qui rentrent à l'université actuellement, vont probablement continuer à utiliser ces médiums-là, à les valoriser. Jusqu'à quel point tu penses que si on se projette dans le futur et qu'on se dit que dans 10 ans, la génération des gens à qui la FEP va s'adresser sont ceux qui diplôment de l'université actuellement. Donc, est-ce que c'est absolument, jusqu'à quel point c'est un incontournable pour l'université, en particulier pour une faculté comme la FEP, de s'engager vers le déploiement de ces différentes contenus et leviers de formation et d'auto-formation, où on est capable de se rabattre sur notre image de marque et sur notre expertise universitaire pour résister à cette vague-là? Pour moi, le grand défi, puis je ne veux pas donner l'impression malgré ce que ma présentation peut laisser entendre, je ne suis pas un promoteur des technologies, là, juste pour mettre ce bémol en partant, j'observe. Deux, pour moi, c'est vraiment l'apprentissage personnalisé, c'est d'avoir l'intelligence de savoir ce que les gens ont besoin. Ça peut être du présentiel. À un moment donné, on va rentrer dans le sophistiqué. Il pourra avoir certains contenus en ligne. Par exemple, des cours d'introduction, l'initiation, les concepts de base, etc. Mais à un moment donné, il va falloir être ensemble, discuter. Et certains exemples de tuteurs virtuels que j'ai trouvé fascinants, c'est surtout en Chine, parce que la Chine gère des millions de personnes, c'est qu'ils ont des tuteurs qui peuvent répondre à 1 million de questions simultanément. Et le tuteur va dire, bon, voici les concepts de base, tu sais pas, tu fais telle lecture, veux-tu faire un quiz, veux-tu des vidéos? Et l'algorithme va être capable de saisir, excusez-moi, mais c'est comme ça que je l'ai pensé, de saisir le moment où il faut que le prof intervienne. Et là, après, il y a un travail d'équipe. Fait que l'algorithme va dégager l'enseignant de questions de base et réserver l'enseignant pour le vrai travail, vrai, en guillemets, là, celui de réflexion, d'approfondissement, de discussion, de réflexivité, de faire des synthèses, d'aller plus loin. Donc, c'est la combinaison. Et c'est là que, pour ça, je mets l'accent sur ce qu'on peut décoder des Learning Management Systems, c'est la combinaison. L'intelligence de comprendre où est rendu l'apprenant et de lui offrir la bonne solution. Et ça demande
des systèmes de détection. Ça demande, et c'est là que je trouve que c'est intéressant. On va passer du présentiel en ligne, mais maintenant, on va tomber dans l'hybride, ici au Québec, dans les prochains 24 mois. Là. Quand on va tomber dans l'hybride, ça va être plus sophistiqué, notre réflexion. Parce que ça va être la bonne réponse au bon moment, aux bonnes personnes. Et c'est là que le big data et ces instruments-là peuvent être utiles parce que c'est comme ça que les robots virtuels, quand ils sont bien utilisés, sont utilisés. Je dirais que c'est pas tant où c'est votre palette qui est importante. Oui, à la question, dans le sens d'avoir les outils qu'il faut pour répondre correctement aux gens. Merci beaucoup, Daniel. Laura, je vais te laisser diriger le trafic dans les multiples questions. Oui, merci. Alors, il y a une première question qui est comment s'assure-t-on de la qualité et du contrôle de la qualité? Question qui a été posée au moment où vous parliez de la nouvelle ingénierie de la formation. Bon, il y a ce que j'en vois il y a 3 modèles. Un, on ne le fait pas. Et là, c'est comme quand vous allez sur Airbnb, vous laissez vos commentaires, si c'est négatif, il n'y a personne qui y va. Ça, c'est le système actuel de libre marché. Et deuxièmement, plus il y a du monde, plus on présume que c'est de la qualité. Fait qu'il y a certains cours, là, sur Coursera, c'est 2 millions de personnes qui suivent. 1,5 million. On peut dire que s'il y a autant de monde, il doit y avoir quelque chose. Donc, laissez le consommateur un peu décider. La troisième, c'est que l'État demande des accréditations de qualité. Vous-même, pour être une université, il y a une loi qui dit pour être une université, il y a un ISO, on va faire ce cours, un cahier de charge ISO. Pourrait demander, je sais que la CPNT se pose cette question parce que nécessairement, s'ils financent des formations où les entreprises utilisent ces instruments, il faut bien qu'ils sachent. Ils font confiance aux universités parce qu'il y a un département de GRH, etc. C'est des profs avec des doctorats qui a de la qualité. Fait qu'ils ne posent pas de questions. Mais dans le secteur privé, il y a des questions qui vont se poser. Mais quand Udemy, par exemple, offre des cours sur un trou à Excel et la personne qui le donne, c'est la personne qui a programmé Excel chez Microsoft, le formateur, par son propre profil, est garant de la qualité. Fait qu'il y a un peu, le consommateur va bien voir avec l'usage qui marche pas. Puis l'autre bout, éventuellement, l'État, entre autres avec les badges et tout ça, qu'est-ce qu'une attestation de qualité, va réglementer, comme votre secteur, entre guillemets, est réglementé. Merci. Deuxième question, quelle est la reconnaissance par les employeurs des formations comme TED, YouTube ou Coursera? Je dirais certaines boîtes, comme l'exemple que je disais de Banque de Montréal, ont trouvé ça tellement de qualité qu'ils ont acheté le truc au complet, là, si on veut. Fait qu'ils ont des ententes de services pour l'accès à la totalité du catalogue. Ce que je vois, surtout dans la littérature, les rapports qui sont faits sur la réaction des employeurs aux micro-titres, aux attestations, aux badges, c'est la question, les employeurs se disent, moi, je veux juste être sûr que la personne possède les compétences qu'elle prétend posséder. Donc, si tu me convaincs que ton badge, ton microtitre est de qualité, tant mieux. Mais ces instruments-là ont de l'information, quand on clique dessus en ligne, plein d'informations, où la personne a appris, qu'est-ce qu'elle a fait, le portfolio, qui l'a évalué, etc. Je veux dire, le papier d'un bac, on n'a rien de ça. Là. On ne sait pas quels ont été les profs, les cours, les travaux, les notes, il n'y a aucune information. Ce qu'on sait, c'est que la personne a réussi le marathon de 90 crédits dans un domaine en particulier. Mais l'autre, le badge, lui, il y a de l'information. Donc, c'est beaucoup, c'est très sectoriel si on fait confiance. Comme certains disent qu'un diplôme de certaines universités est de meilleure qualité que d'autres, il y a de la notoriété, des mythes, de la réalité là-dedans. C'est la même dynamique qu'on voit à l'échelle sectorielle, parce que ce n'est pas universel comme un bac. À l'échelle sectorielle, c'est un secteur d'emploi, une industrie. Il y a des multinationales comme IBM qui utilisent les systèmes de badge à l'interne pour gérer les talents, savoir ce que les employés savent faire, gérer leur parcours, puis ils utilisent ça pour commander des formations à des fournisseurs externes. Donc, ils utilisent l'instrument de RAC pour aussi l'utiliser comme l'expression de la demande et permettre. Donc, mais il y a quand même un Far West dans tout ça. Et encore là, l'État, éventuellement, va avoir à réglementer ses finances. Et s'il ne finance pas, c'est un peu quelqu'un choisit une université au lieu d'un autre, un programme au lieu d'un autre, basé sur un paquet de trucs réels ou non, notoriété. Mais dans ces cas-là, l'accréditation de Microsoft sur la programmation, est-ce qu'elle est mieux ou non qu'un bac en informatique? Je veux dire, les gens, déjà là, il y a des exemples de ça, c'est l'offre et la demande, la notoriété, la qualité, le bouche à oreille, etc. Merci. Quel est l'impact sur nos démocraties de l'arrivée des géants de l'informatique dans la formation en ligne et des autres acteurs? Ça dépasse mon champ d'expertise. J'ai mon point de vue de citoyen, je trouve, mais
Ça dépasse, dans le fond, si la question était appliquée à ce que je connais, je dirais, on vit dans une période de transition. Et tout ça, ça va prendre quelques années avant qu'on sache, qu'on démêle ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Le problème, c'est que le marché privé, et je n'ai pas soulevé un fait important tout à l'heure, il est anglophone, ce marché. Ce qui fait que le Québec n'est pas encore submergé de ces trucs, c'est le français. Mais le jour où les Natural Language Processing vont traduire simultanément, rapidement, etc., puis les gens vont basculer, là, on va vivre ça différemment, la pression. Mais sous le bout de la démocratie, j'ai un point de vue de citoyen, donc je vais le garder pour moi. Mais je trouve que c'est le bordel, entre guillemets. Mais de l'autre côté, non, on va être plus intelligent. Je trouve que ça montre l'importance de l'éducation à la citoyenneté. Faire une réponse à l'éducation des adultes, littératie aux médias, littératie numérique, réflexivité, tout ça, c'est pas lié à l'employabilité. On met beaucoup le focus sur l'employabilité, mais on voit que dans nos sociétés, il y a d'autres besoins d'apprentissage tout aussi importants que l'employabilité. Puis on en parle juste quand il y a une crise, malheureusement. Fait que ça serait plus ma réponse classique, éducation des adultes. Mais pour ce qui est de ces plateformes-là, il y a un ménage qui va se faire. Moi, ma crainte, c'est juste dans les 3 dernières semaines, quand j'ai vu qu'Amazon créait Amazon Academy, que Coursera rentrait en bourse, je me suis dit, wow, là, c'est l'effet pandémie. Puis j'ai vu des statistiques là, sur les inscriptions dans ces plateformes-là depuis le début de la pandémie. Ils ont profité de la crise pour prendre des parts de marché. Et les gens, comme on n'utilisait pas Uber Eats, on l'utilise, là, on a apprivoisé l'application, on est plus familier, est-ce qu'on va l'utiliser après, puis on n'ira plus au restaurant? Les gens ont utilisé des applications pour apprendre en ligne. Et ce qui est dommage avec en ligne, c'est que votre compétiteur, il n'est pas régionalisé géographiquement. Il est n'importe où sur la planète. Et comme il y a l'Université de Sherbrooke à Longueuil, ben, il y a l'Université LAFEP à Shanghai, là, potentiellement. Fait que c'est là que la game, si vous me permettez l'expression, le paradigme de la game a complètement changé. Il a changé, il ne va pas changer, il a changé. Prévoit-on une transformation, réingénierie du travail des enseignants universitaires et que penser des universités corporatives? C'est une question. Vous m'invitez, je vais me mouiller. Là. Ce que moi je vois, c'est il y a comme un nouveau modèle, ben, c'est un peu mon modèle motif, le nouveau modèle, mais avant, l'enseignant faisait toutes les fonctions, le spécialiste de contenu, etc. La vraie formation en ligne, on a un peu ce débat-là depuis quelques mois, est-ce que c'est de la vraie ou non? La vraie formation en ligne, le subject matter expert, le spécialiste de contenu, il est juste spécialiste de contenu. Le technopédagogue, il n'est pas spécialiste de contenu, il est juste le pédagogue. Le pédagogue, il peut monter, il n'offre pas la formation. L'enseignant peut être un robot, peut être une personne, etc. Et le spécialiste d'évaluation des acquis peut être un autre. Ce que l'enseignant fait maintenant, c'est fragmenter en plusieurs, non seulement spécialités, mais même des diplômes de plus en plus. C'est des spécialisations distinctes. Et non seulement ça, maintenant, l'individu, parce qu'on a une population scolarisée, l'exemple de Facebook, YouTube que je donnais tout à l'heure, nous-mêmes, sans s'en rendre compte, on va remarquer nos lacunes, on va ouvrir en ligne, on va regarder un tutoriel, on va en choisir un qui nous parle, on va apprendre, puis on va le mettre en pratique. Quand on fait ça, on fait une série de spécialisations qui sont celles de l'ingénierie de la formation, qui sont celles de spécialité, mais qui ne sont plus dans la tête d'une seule et même personne, la spécialité. C'est comme un emploi où le périmètre d'emploi a éclaté et il y a des fonctions qui ont été externalisées dans d'autres spécialisations. Ce n'est pas propre au POF. Plusieurs métiers ont vécu ça, ont vécu ça. Là, moi, ce que je trouve qui est peut-être beau dans tout ça, c'est qu'on revient à l'importance du spécialiste, du prof, du pédagogue, un peu comme à l'origine des universités, où quand Platon avait un groupe de personnes autour de lui, puis par l'échange, la discussion, etc. Peut-être qu'on va redécouvrir la valeur inestimable du rapport présentiel entre une personne et une autre personne, comme on le voit avec l'intelligence artificielle, où le défi, c'est plus d'apprendre comment utiliser une machine, c'est d'apprendre comment la complémenter avec ce qui est spécifique à l'humain, la réflexivité, la créativité, etc. Je pense que peut-être là un repositionnement, mais pour les profs d'université, ce repositionnement-là est comme un retour aux sources. Oui, Michel? Oui. Ben, écoutez, je vois l'heure et on sait qu'il y a plusieurs personnes qui doivent accueillir les enfants et s'en occuper. On vous avait dit qu'on terminerait à 5 heures et j'ai l'impression qu'on pourrait continuer à parler encore plusieurs heures de ce sujet-là.
Au nom de tous les membres de la communauté de la fête Daniel, je vous remercie vraiment très sincèrement. Encore une fois, pour l'intelligence du propos, le niveau de stimulation que ça nous apporte, les questions que ça apporte. Et je suis certain qu'on va progresser dans notre réflexion, dans nos échanges, et on va certainement avoir envie de vous entendre par rapport à certaines orientations qu'on voudrait prendre dans les années qui viennent. Moi aussi, je vais avoir envie de vous entendre pour voir comment vous vous positionnez, mais étant membre du conseil, j'aurai l'occasion de l'entendre de vive voix. De vive voix. Et peut-être même d'avoir à voter. Absolument. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Daniel. Bienvenue, bonne suite. Bye bye, bonne soirée. Bye bye tout le monde, merci beaucoup.